recevoir une personne que moi je connais depuis 15 ans. C'est peut-être l'une des premières personnes à avoir été sur le web. On parle beaucoup de contenu. Il fait partie des personnes qui ont évangélisé le contenu. Il est arrivé bien avant cette notion d'inbound marketing. D'accord ? Il y a une quinzaine d'années, il avait un blog qui fonctionnait, que tous ceux qui étaient dans la partie digitale, qui étaient un peu dans le digital, parce qu'on ne parlait pas de digital il y a 15 ans à l'époque, on parlait de Web.1, Web.2 ou je ne sais plus quoi, donc c'est vraiment très 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 loin. Et puis chaque année, on se disait en quelle année on va passer au Web.3, Web.4, etc. etc. C'est une personne, connaissance, qui m'a beaucoup surprise parce que vous vous rappelez, à l'époque, il y avait cet événement qui était organisé par Loïc Lemeur, qui faisait venir du monde entier des personnalités du digital. Et ça se passait en région parisienne. Il faisait venir les plus grands patrons de Facebook, de Samsung, etc. C'était des milliers de personnes qui étaient réunies. Et du haut de ses quelques 20 ans, il avait pris la parole et il avait déchiré sur scène. Donc je ne sais pas s'il nous fera la même prestation ce matin, parce qu'il a plus 20 ans. et la pression en fait décuple nos capacités. Cet événement s'appelait comment, Grégory, rappelle-moi? Le web, voilà, tout à fait. Qui connaissait le web? Ouais, pas mal hein, quand même. Hein, pas mal, pas mal. On n'a pas que des jeunes dans la salle, donc. Donc voilà, depuis 15 ans, il accompagne les grands groupes à prendre les évolutions, il les accompagne sur leur transformation digitale, à comprendre les impacts sur le marketing. Et depuis peu, il est l'auteur d'un super podcast qui s'appelle Vlan. Est-ce que vous connaissez Vlan? Ouais, levez la main. Alors écoutez, c'est un podcast mais juste exceptionnel. On ne parle pas de marketing, hein. On parle véritablement de toutes les évolutions sociétales. Il interviewe des chercheurs, il interviewe des politiques, il interviewe des universitaires. Et c'est vraiment super sympa parce que ça nous permet de prendre de la hauteur de vue sur notre métier. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Le rapport, si vous voulez, c'est que pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre métier, on parle beaucoup de connaissances clients, eh bien, c'est important aussi de comprendre ce qui est en train de se passer autour de nos jobs respectifs. Voilà, donc Vlan, c'est 150 000 écoutes par mois, 150 000 en matière de podcast, c'est juste énorme. Il a fait un passage par les États-Unis, il est revenu des États-Unis, on a eu une petite conversation sur le sujet, et il n'avait pas aimé, il avait aimé beaucoup de choses bien entendu, mais c'est les relations. Les relations qui étaient, comment dire, qui n'étaient pas les relations qu'on peut retrouver ici au RIM. C'était des relations vraiment business et pas plus. Je vais vous demander de l'applaudir très très fort. On accueille avec nous Grégory Pouy, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Greg. Voilà, c'est bon. Et ben, bonjour à toutes, bonjour à tous quand même. Je vais quand même gérer la pression de cette présentation. On va parler du futur du marketing. Et c'est intéressant de traiter ce sujet quand, pour être tout à fait sincère, il y a 3 ans, je crois, j'avais écrit un article sur LinkedIn qui disait le plus grand secret des experts du digital, c'est qu'ils sont tous paumés. Et qui ne comprennent pas forcément tous les mouvements qui sont en train de se passer. Pas tant que ça aille très vite, je ne crois pas que ça aille très vite. Moi, je parlais de social shopping en 2009 déjà, donc vous voyez bien que ça n'a pas beaucoup évolué entre-temps. Maintenant, on y arrive, mais c'est quand même relativement lent. Par contre, on est descendu en profondeur sur l'ensemble des sujets. C'est ça qui est un petit peu complexe en réalité. Et, par exemple, moi, je n'ai pas téléchargé TikTok. Je sais que l'algorithme est super, mais par exemple, je n'y suis pas. Et en même temps, je ne suis pas certain que l'enjeu, ça soit d'être sur toutes les plateformes, etc. Alors avant de commencer, je voudrais savoir qui, dans la salle, se sent un peu dépassé
par ce qu'on appelle le marketing moderne. Moi, je m'inclus dedans. Et en fait, bon, il y en a plein qui n'ont pas levé la main. Je ne sais pas si vous êtes sincère avec vous-même, mais ou avec moi en l'occurrence, c'est pas très grave. En fait, en réalité, je vais vous passer ça. Du coup, on m'a présenté déjà. Je peux vous expliquer ce que je fais, mais en gros, je fais du conseil, des conférences. J'ai un podcast, on en a parlé. J'ai une boîte de production de podcasts et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Insoutenable Paradis et qui parle d'écologie et de mode de vie. Et ça parle beaucoup des marques. Enfin, ça parle pas que des marques, bien sûr, mais ça parle quand même pas mal des marques. Et surtout de comment nous, en tant qu'être humain, on va réussir à passer le cap. J'aimais pas l'idée que l'écologie, ce soit soit on devient fermier. Moi, j'ai jamais été fermier. J'ai pas prévu de devenir fermier. Soit la technologie va nous sauver. Je connais quand même pas mal la technologie pour savoir que c'est pas la technologie qui va nous sauver. Donc voilà, c'est un bouquin qui parle de ça. Donc en réalité, pour moi, il y a quand même pire que de ne pas être au taquet de toutes les évolutions technologiques. Et en fait, le pire, c'est de se poser les mauvaises questions. Et en réalité, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les marques, les marketeurs, se posent les mauvaises questions. Et on va expliquer pourquoi. Enfin, je vais essayer d'expliquer pourquoi. On va essayer de passer ces 30 minutes à voir quelles sont les bonnes questions à se poser et quelles sont les mauvaises questions à se poser. Alors, qu'est-ce qui est parti un peu en vrille? En fait, il manque le titre, mais je ne sais pas où il est parti le titre, mais il est là. En fait, ce qui est parti en vrille, c'est que les 3 piliers du marketing au XXe siècle, c'est cela: le mensonge, le contrôle et le secret. On a essayé de vendre des produits en s'appuyant sur des peurs des gens ou en construisant des peurs et en générant des injonctions sur les gens. On a voulu contrôler les messages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors pour le coup c'est un peu vieux, mais de ces marques qui ne voulaient pas ou qui ne se moquaient des avis sur Internet. On était dans le secret, on y est encore parfois. Il y a même beaucoup de marques qui elles-mêmes sont dans le secret d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne savent même pas suivre la ligne logistique de leurs produits. Donc en réalité, ce secret-là, il est bien ancré. Et la conséquence de ça, et là ça va vous parler tout de suite, c'est que les consommateurs, ils ont complètement perdu confiance dans les marques. Guess what? C'est pas très très étonnant en même temps. On peut pas être surpris que quand on se fout la gueule des gens, forcément, ils perdent confiance. C'est un peu une voie de conséquence en général. Et alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais nous, on est centré consommateur, c'est différent. Bon, pour être tout à fait sincère, je connais très 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 peu de marques qui sont centrées sur consommateurs. En général, les gens ils sont centrés sur leur carrière, sur leur salaire, donc sur leur boss, sur leurs collègues, sur leurs produits. Et après, ensuite, arrive le consommateur. Mais c'est quand même très très rare de voir des gens qui sont centrés consommateurs. Et je suis ravi s'il y en a dans la salle. Généralement, c'est là où les startups arrivent à disrupter d'ailleurs des modèles. Ce qui s'est passé, c'est que Internet, ça a complètement cassé tous nos petits jouets, en fait. Parce que effectivement, avec Internet, ça casse, ça oblige à la transparence, ça oblige à être moins dans le contrôle, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que la communication, c'est quand même majoritairement, et on va y revenir, le bouche à oreille. Ça oblige à aller dans le sens de l'histoire, mais du coup, ça implique qu'on est complètement paumé sur nos manières d'envisager le marketing. Ça, c'est un chiffre qui est ancien, qui date de 2009. Ce n'est pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose d'important de comprendre que 2 tiers du marketing, ça arrache le bouche à oreille. Et j'imagine que pour vous, en tant que consommateur, pas en tant que marketeur, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point les marketeurs sont assez mauvais, c'est même assez étonnant, pour se remettre dans la peau du consommateur quand il s'agit de leur propre marque. Une question assez simple, une marque qui fait un truc, je ne sais pas, XY, une app, peu importe. Et donc, tu lui prends une marque qui n'est pas dans son secteur, parce que sinon il va dire oui, mais pour le benchmark, je le ferai. Mais tu prends une app, tu fais, oui, imagine cette marque qui fait cette app. Est-ce que tu la téléchargerais? Oh, bah non. Est-ce que toi, tu vas sur le site? Combien de temps tu passes sur le site des marques? Ouais, non, pas tant que ça, en fait. Et du coup, pourquoi tu penses que les gens vont le faire sur le tien? Et ça, en fait, du coup, ils n'ont plus la réponse. Et c'est assez étonnant de voir qu'on n'arrive pas, enfin, on a du mal parfois, à se remettre dans la posture du consommateur quand il s'agit d'être marketeur. On en oublie, on est très, comme je disais, centré sur sa marque. On se fait plaisir quand même de temps en temps. Donc, en général, en tant que consommateur, vous faites quand même confiance pas mal à vos amis, aux experts éventuellement, à ce que vous allez trouver en ligne. Et c'est pareil pour tous les consommateurs. Et ça marche pour le B2B et ça marche pour le B2C. Souvent, on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre B2C et B2C?
En réalité, à la fin, on parle à des êtres humains et il a été prouvé 1000 fois que en fait, les acheteurs en B2B, ils ont les mêmes techniques d'achat que quand ils sont consommateurs, c'est-à-dire en B2C. Alors, pendant 15 ans, moi, Mohamed a expliqué que ça faisait un petit moment que j'étais dans ce game. J'ai répété pendant très longtemps, et pas que je pense que parce que ça fait 15 ans que je suis plus pertinent, c'est pas ça, mais j'ai répété pendant très longtemps que le digital, on pouvait tout mesurer, parce qu'en fait, il y avait besoin de justifier le digital versus les techniques anciennes. J'ai le souvenir d'une conversation comme ça dans une marque où on me disait mais c'est quoi le ROI du digital? Et donc, en train d'expliquer ce que ça pouvait être. Et puis, arrive quelqu'un avec une super belle PLV, et là, tout le monde s'exclame, c'est incroyable, c'est super beau. Et donc, moi, de demander mais c'est quoi le ROI de cette PLV? Ah ben, je sais pas, mais on a toujours fait comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces conversations qui sont un peu anciennes maintenant. Mais on a essayé de justifier, le digital, on peut tout mesurer, c'est super, c'est génial, du coup c'est hyper précis, etc., etc. Tant et si bien que en fait, les techniques se sont hyper spécialisées. Aujourd'hui, on fait du growth, aujourd'hui, on fait du precision marketing. C'est extrêmement précis, c'est super, on adore. Le seul problème, et qui est quand même fondamental, c'est qu'on a complètement perdu le focus sur ce qu'était le métier de marketeur. Parce qu'un marketeur, ce n'est pas quelqu'un qui est expert des technologies. Et malheureusement, ce qu'on voit beaucoup, c'est des marketeurs en l'occurrence, qui veulent être sur les dernières technos. Et là, en lançant la boîte de podcast, ce dont je me rends compte, moi j'avais lancé à l'époque, j'étais directeur général d'une boîte d'influence en 2005-2006. Et puis on avait été sur le Viral, j'avais créé le festival du film Viral en 2007, donc c'est des vieilles histoires. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire se répète à chaque fois. Donc à l'époque, on venait nous voir pour faire du Viral parce qu'on n'avait pas les budgets pour faire de la télé. Et aujourd'hui, on vient nous voir pour faire des podcasts en disant mais combien ça coûte? Parce qu'on n'a pas les budgets pour faire une vidéo sur YouTube. Donc en gros, c'est la même histoire qui se répète. Et les marketeurs, ils veulent toujours être sur la dernière technologie. Et même si les technologies, elles nous aident à tout mesurer, en fait, la réalité, c'est que la maximisation du tracking, ça peut devenir un piège. Pourquoi? Parce que tout simplement, à force de concentrer son attention sur le tracking, on en oublie ce que c'est le marketing. Et ça, c'est problématique. C'est là où je vous disais, on se pose les mauvaises questions. Le commerce, alors ça peut sembler un peu basique comme ça de le dire, hein, mais le commerce, c'est une histoire d'humain. C'est incroyable de dire ça en 2020, mais je crois que c'est essentiel de rappeler qu'en fait, le rôle du marketeur, c'est quand même de rendre des consommateurs heureux, ou en tout cas d'apporter les bons produits, les bons services, même si ça a des coûts à court terme. Et ça, en fait, il y a quand même un truc où les marketeurs, je crois, se perdent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tout l'enjeu, pour moi, c'est de voir comment on fait pour que le marketing redevienne sexy. Redevienne sexy d'abord pour vous, parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même une petite contradiction entre l'écologie et puis le métier du marketeur. En tout cas, moi, je le ressens assez fort. Et puis aussi, faire du marketing qui est utile et qui fonctionne en réalité. Et pour faire ça, on revient aux consommateurs, c'est assez basique. Et qu'est-ce que les consommateurs ils veulent? Ils veulent 5 choses, c'est assez basique. Hein. C'est être aimé, appartenir, on va y revenir, avoir leurs intérêts protégés, trouver du sens et être respecté. Ça paraît pas complètement foufou, hein, mais n'empêche que c'est vraiment ça la structure de ce que doit faire un marketeur. Pas d'utiliser des outils et leur data pour essayer de les piéger. C'est pas ça le métier du marketeur. Enfin, c'est important de se rappeler que à force de se concentrer, c'est fou en fait, tous ces marketeurs qui se concentrent sur mais c'est quoi toutes les nouvelles méthodes de tracking, comment je vais pouvoir optimiser, machin, alors qu'en réalité, ils ont déjà une tonne de data qu'ils ne savent pas analyser. Et moi, j'ai vu ça par exemple sur le CRM à l'époque, où la problématique du CRM majeur, c'était quand même de considérer que les clients, ce n'était pas un coût, mais un asset. Ce n'était pas la technique de combien je peux récupérer de data, etc. Et en fait, ce discours-là, il tient quasiment encore en 2020, ce qui est assez fou quand on y pense. Alors, comment on ramène l'amour? C'est cette vidéo le titre, il ressort de cette vidéo de Microsoft qui date de 2007. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, mais qui était vraiment chouette. Quelques idées. La première, c'est d'être honnête et vulnérable. C'est un truc que les marques ont du mal à faire, extrêmement de mal à faire. Quand vous les écoutez, elles sont toujours les meilleures. Elles sont toujours super.
quand il s'agit d'écologie, elles vont toujours vous dire, oui, ben, dans 10 ans, on en sera là, ça va être génial, etc. Je ne sais pas si vous avez tous ces discours en tête. Et puis, vous avez d'autres marques, comme Veja ou Pan-Africa Shoes, qui vous disent, qui sont quand même, eux, par exemple, hyper concentrés sur l'écologie, qui vous disent, sur leur site web, ils affichent, ben voilà là où on n'est pas bon. Il y a plein de trucs où, en fait, on n'y arrive pas encore. Ben ça, en fait, ça s'appelle de la vulnérabilité. Et je pense que ça rend crédible le discours. Et je pense que les marques devraient aller dans ce sens, c'est-à-dire aller dans cette forme de vulnérabilité. Deuxième point, la technologie, elle n'est pas là pour entuber les gens, évidemment, et elle n'est pas là non plus pour supprimer les humains. C'est l'inverse, en fait. L'IA, j'ai un épisode de podcast qui va sortir avec Alexandre Pachulski, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est le fondateur de Talentsoft, où on parle de comment l'IA peut vous rendre plus humain, ou est-ce que l'IA peut vous rendre plus humain. En fait, on se comporte quand même beaucoup comme des machines, tous dans nos quotidiens, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, et, voilà. Et souvent on n'est pas non plus vraiment... Enfin, challenger, oui, mais la prime de fin d'année, elle n'est pas sur l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation vous pousse, mais en général, on vous dit ah, mais par contre, là, tu as déconné, c'était n'importe quoi, parce que vous avez essayé d'innover. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les technologies, elles sont là pour vous concentrer sur l'humain. En fait, elles sont en train de vous relâcher de la pression de travail pour que vous puissiez vous concentrer sur l'humain. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, encore une fois, les marques, elles ont tendance à parfois faire l'inverse. J'ai en tête ce groupe de beauté qui a donc des beauty advisors en boutique, dans les malls, etc. Et qui nous dit, en fait, aujourd'hui, les acheteuses, souvent des femmes, arrivent en magasin. En fait, elles connaissent mieux le produit que la vendeuse elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui serait logique? On supprime les gonzesses. C'est un coût, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les filles, elles savent déjà ce qu'elles veulent. Donc, on supprime les BAs. Est-ce que ça, c'est la bonne réflexion? Ben non. Évidemment, il faut former ces filles pour qu'elles fassent autre chose. Pareil pour les... C'est évident qu'il y a des tonnes de métiers qui vont disparaître. Enfin, je veux dire, les caissières en supermarché, c'est évident qu'il n'y a plus y en avoir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Est-ce qu'on supprime et qu'on fait comme Amazon et on fait une boutique sans personne? Ou est-ce que ces personnes, on les remet dans les rayons et on les aide à accompagner les acheteurs? Ce n'est pas la même réflexion, en fait. Et moi, je crois que l'IA, ça va vous obliger à vous concentrer sur votre intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, un marketeur, il fait effectivement beaucoup de data, il se concentre sur plein de tableaux, etc. Je pense que demain, c'est pas ça qu'on va vous demander. Ce qu'on va vous demander demain, c'est votre intelligence émotionnelle. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, saisir. Et plutôt que se focuser sur les impressions publicitaires, se focuser sur les impressions humaines. Et bien sûr qu'on ne peut pas mesurer les impressions humaines, quoique il y a quand même du NPS ou d'autres KPIs qu'on peut utiliser. D'ailleurs, il y a une boîte que j'accompagne qui ne parle plus de KPI, qui parle de KVI. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, qui sont des Key Value Indicators, en disant on arrête de faire de la performance, on essaye de générer de la valeur pour le consommateur. Troisième point, et ça c'est un problème sociétal, la société qu'on a créée, qui est hyper capitaliste, hyper individualiste, elle nous a généré de la solitude. S'il y a bien un truc en commun qu'on a tous et toutes, c'est qu'on se sent tous très seuls. En Angleterre, ils ont même créé un ministère du célibat, pas du célibat, pardon, de la solitude, parce qu'on peut être très seul en étant en couple d'ailleurs. Mais c'est une autre discussion. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marketeurs? Ça veut dire que clairement, les gens, ils ont besoin d'appartenir. C'est pour ça qu'on voit ce retour du communautarisme aussi. C'est en réponse à cet individualisme de la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pas nécessairement de créer votre propre communauté. À noter que majoritairement, les marques n'ont pas de communauté de toute façon. Parce que pour avoir une communauté, la définition d'une communauté, c'est un ensemble de personnes qui se rejoignent autour de valeurs. Comme les marques, en général, elles n'ont pas de valeurs. Ou en tout cas, c'est des valeurs qui sont écrites dans un brand book qui a été écrit par une agence. Et que quand vous demandez à n'importe qui dans l'équipe marketing, ils sont incapables de vous ressortir les valeurs. Ça, c'est pas des valeurs. Si vous êtes obligé de retourner dans votre brand book ou de les afficher sur un panneau pour que vous vous souveniez c'est quoi vos valeurs, c'est pas ce qu'on appelle des valeurs. Ça, c'est du bullshit, en fait, concrètement. Donc, du coup, il n'y a pas de communauté de marque, enfin, ou très peu, ça arrive, hein, mais c'est quand même assez rare. Par contre, une marque, elle peut connecter les gens pour qu'ils se reconnectent. Ça peut être puissant. Elle peut intégrer des communautés existantes. Ça peut être puissant. Elle peut être utile pour la communauté. Et ça, c'est sans doute le rôle d'une marque aussi. Il y a une marque, par exemple, Lululemon, qui fait des habits de sport, en gros. Et quand ils arrivent dans une ville, en fait, ils ne prennent pas des vendeuses, ils prennent les filles qui sont hyper actives dans le yoga, dans le pilate, parce qu'en fait, c'est des filles comme elles. Elles ne sont pas très bonnes vendeuses, d'ailleurs.
Mais par contre, quand vous arrivez en boutique, les filles, elles savent exactement de quoi vous parlez, comment vous parlez, dans quel club vous allez, etc. Ce n'est pas du tout la même expérience, en fait. Alors, où est-ce qu'on va? J'essaie d'aller vite. Moi, j'aime bien l'image de la vague. Il y a une vague qui est énorme et qui arrive, elle est évidente, autour de l'écologie. Je pense que vous n'avez pas dû la rater. Et en fait, ce qui est intéressant avec une vague, surtout quand on la voit et qu'elle est proche, et qu'on sait qu'elle va arriver, que maintenant il n'y a plus vraiment de doute sur le sujet, il y a plusieurs options. Généralement, ce que font les marketeurs, les marques de manière générale, pas les marketeurs spécifiquement, c'est qu'ils restent sur la plage, ils se mettent comme ça, et ils se disent, je vais la retenir avec mes petits bras, et puis ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand vous avez déjà essayé, vous êtes déjà allé à la plage, vous avez déjà essayé de retenir une vague avec vos bras, ça ne fonctionne pas, en fait, tout simplement. Il n'y a aucun moyen que cette vague, vous arriviez à la retenir, elle va vous passer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il y a une vague? Alors, la première option, ça peut être éventuellement d'apprendre à nager. La deuxième option, qui est encore mieux, c'est de se faire un surf et d'aller surfer la vague. Ça me semble quand même assez logique. Ça semble logique, mais quand on voit comment ça s'est passé avec le digital, très clairement, ça n'allait pas tant que ça. Alors, c'est quoi cette vague? Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont essentielles. D'abord, les consommateurs vont préférer des marques avec des points de vue politiques. On a appris au XXe siècle que les marques elles devaient plaire à tout le monde, qu'elles ne devaient pas faire de vagues, justement. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, on a envie d'avoir des marques engagées. Donc, ça veut dire ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un chemin qui est compliqué psychologiquement, mais il va falloir le franchir. Le deuxième truc qui me semble essentiel, c'est que les gaz à effet de serre vont rentrer dans le bilan des entreprises. C'est une évidence. Ça ne sert à rien d'attendre que l'État vous l'impose. Ça va arriver. Donc, commencez à réfléchir à comment vous allez le faire, parce que ça, vous n'aurez pas le choix non plus. Le troisième truc, c'est que la croissance, ça doit être redéfini. On ne va pas pouvoir faire que de la croissance financière. Cette définition de Friedman des années 70, donc qui est quand même relativement récente, qui est que le rôle d'une entreprise, c'est de maximiser les profits, c'est mort. J'ai reçu, et je vais le passer, je pense, mardi, le directeur général de la Banque mondiale, où lui-même explique que la croissance, c'est le cancer. Avoir un accident de voiture, ça génère de la croissance. Faire 15 fois le tour du périph', ça génère de la croissance. Moi, l'image que je prends souvent, c'est parce qu'on a tendance à mettre à distance l'écologie, la planète c'est loin, le Pakistan c'est loin, 2100 c'est loin, etc., etc. Bon, on a tous un corps humain. Vous pouvez tous comprendre que si vous prenez un rail de coke, ça va vous faire du bien pendant 15 minutes, mais qu'en fait, si vous en enchaînez, les rails de coke, vous détruisez l'écosystème qui est votre corps. Et pour la croissance financière, c'est pareil. Donc en fait, cette définition de la croissance, il va falloir la redéfinir. Par exemple, chez la Maïf, la croissance aujourd'hui, c'est évidemment la croissance financière, ça compte, la satisfaction des salariés, la satisfaction des clients et l'impact écologique. Ça, c'est une forme de redéfinition de la croissance. Et puis le quatrième point, c'est redéfinir la gouvernance. Comment fonctionne l'entreprise? Comment je génère du coût à l'intérieur de la boîte? Ça, pour moi, c'est vraiment les enjeux que vous devez affronter aujourd'hui. En fait, c'est même pas demain, c'est déjà là. Et qu'est-ce qu'on attend de vous finalement? Qu'est-ce qu'on attend des patrons? C'est d'avoir du courage pour faire tout ça, parce que ça ne va pas venir des consommateurs. Je ne crois pas que ça vienne. Les consommateurs vous poussent un peu, mais c'est quand même des leaders qui doivent prendre des décisions un peu radicales. Et en fait, on vous demande de les prendre parce qu'il y a des industries qui sont plus challengées que les unes que les autres, certaines plus que d'autres, pardon. Typiquement Nespresso, où ils font énormément d'efforts sur le recyclage des capsules. Le problème fondamental, c'est que personne n'a besoin de capsules. La réalité, c'est qu'ils ont créé un problème qu'ils essayent de résoudre, mais fondamentalement, en fait, personne n'a besoin de leur business. Donc, qu'est-ce que c'est leur business demain? Ça, c'est une vraie question à se poser. De la même manière, Renault, ils sont en train de se poser la question parce que concrètement, les gens vont prendre de moins en moins de voitures, c'est une évidence. Parce que la question, c'est pas électrique ou essence. On a bien tous compris que l'impact écologique d'une voiture électrique, il n'était pas si génial que ça par rapport à une voiture à essence. Les gens, ils vont moins conduire. Ça veut dire réinventer le travail, ça veut dire réinventer les villes, mais ça veut dire pour Renault aussi réinventer son watts. Comment je vais gagner de l'argent demain? Et ils ont annoncé, ça y est, ils ont fait leur coming out dans les médias, où ils sont en train de faire le même mouvement qu'IBM avait fait à l'époque, où ils sont en train de devenir une boîte de conseil. Parce que sur les mobilités, évidemment, mais ils ne vont pas pouvoir rester sur un business de voiture, c'est impossible. C'est évident, en fait. Et c'est plutôt sage qu'ils en aient conscience. Repenser le design, parce qu'on impute aux consommateurs, vous, en tant que consommateur,
l'impact écologique. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'impacts qui sont complètement invisibles et qui sont des problèmes de design. L'exemple que je connais bien et qui est chiffré, c'est les bouilloires. La bouilloire, vous mettez toujours trop d'eau dedans, ça consomme de l'énergie. Ça peut sembler anecdotique comme ça. Ils ont fait l'étude en Angleterre. Si vous cumulez l'intégralité des bouilloires en Angleterre qui sont utilisées et juste le surplus d'eau qui est bouilli, ça permet d'éclairer l'Angleterre tous les jours, toute la nuit. Donc en fait, le truc, c'est que ça, c'est un problème de design. Et j'ai pris une douche tout simplement pour montrer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pensé donc quand on prend une douche, on attend que l'eau soit chaude. Je sais pas si, j'imagine que vous avez cette expérience un petit peu aussi, à moins de ne pas prendre de douche, ce qui est plus écologique. Mais vous attendez que l'eau soit chaude, et puis l'eau, en fait, c'est de l'eau potable, et puis en fait, elle s'en va, et puis voilà. Là, en fait, cette douche, l'eau, elle tombe sur vous, elle est remontée, elle est nettoyée de vos problèmes de peau, elle est réchauffée, elle vous est resservie. 90% d'économie d'eau. Ça, c'est du design. Et en fait, l'un des challenges que vous allez avoir en tant que marketeur, c'est comment je repense le design de mes produits pour minimiser l'impact. Complètement. Pas juste en optimisant, vraiment en repensant complètement le système. Repenser les histoires. Moi, je crois beaucoup qu'en fait, la problématique majeure que les marques vont avoir à laquelle les marques vont devoir faire face, c'est repenser les narratifs. Si aujourd'hui, en fait, on consomme autant, c'est parce qu'on nous a expliqué pendant toute notre vie, en fait, que le bonheur, le succès, c'était l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. On vous l'a raconté pourquoi, comment, à travers les films, les musiques, les séries, et aussi énormément par la pub en réalité. Parce que la pub, il ne faut pas croire, en fait, elle a un rôle essentiel dans la manière dont on se perçoit dans la société et dont on perçoit la société, et donc qu'est-ce que c'est le succès. Donc ça implique que vous modifiez ces narratifs aussi. Enfin, pour moi, en fait, c'est une question aussi d'être plus en paix avec soi-même, mais aussi d'être efficace. Ce n'est pas une question de greenwashing, c'est juste de repenser quelles histoires je raconte. Comprendre que les histoires que je raconte, en fait, elles ont un impact sur les consommateurs. Elles ont un impact sur vous, elles ont un impact sur les consommateurs. Donc voilà, tout ça c'est assez évident. Et en même temps, c'est très challengeant parce qu'il faut tout repenser. Évidemment, repenser son what pour beaucoup de boîtes et pas le why. Souvent, le why, c'est ce que les marques redéfinissent, alors que le why et les valeurs, elles sont jamais censées bouger. Le what, par contre, la manière dont on gagne de l'argent, évidemment, ça peut complètement évoluer. Ça me semble être le challenge le plus important. Mais aussi prendre cette vague, prendre un surf et aller surfer la vague. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, intéressé. Merci beaucoup. Reste avec nous sur scène. Reste sur scène. Sandrine qui me dit va falloir réduire. Non mais il y a de la qualité. Donc est-ce que vous avez des questions à poser? Une question, on va prendre une question dans la salle. Non? Ah mince. ça vous a rien inspiré en fait. Aurélien. Posez une question, Aurélien, n'importe quoi. Un truc. Si, Isabelle a une question. Aurélien, tu... En fait, c'est une question hyper intéressante. Il y a un moment donné, la radicalité, moi je suis pas une personne radicale, pour ceux qui ont lu mon bouquin, je pense qu'ils le savent. Mais par contre, il y a des formes de radicalité à un moment donné qui sont nécessaires. Quand Nike, même si c'est très discutable, mais ce joueur noir américain qui a mis le genou à terre, que Trump a demandé de sortir, en affiche des 30 ans de la campagne Just Do It, ça, c'est un acte politique. La conséquence, c'est qu'il y a quand même plein de gamins qui ont brûlé leurs produits Nike, qui se sont filmés en train de le faire, etc. Mais ça, c'est un acte politique. Je ne suis pas certain qu'il y ait une phase intermédiaire. En fait, c'est à un moment donné, tu regardes le monde et tu te dis, nous, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça et comment on se positionne par rapport à ça. C'est vrai que c'est un peu radical, mais à un moment donné, je pense que c'est important de le faire. Et pas de faire ce qu'on appelle du greenwashing, ce que fait typiquement Nespresso, ou du social washing, mais vraiment d'avoir un point de vue un peu radical. Moi, ça me semble important. Ouais. Ouais. Alors, à Benetton, ils étaient beaucoup sur la diversité, pas trop sur l'inclusion, pour nuancer. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Entre le pape et, oui, je me souviens, les campagnes étaient très marquées. Ça ne Moi- suivait pas forcément de fait, mais oui. Merci Grégory. Moi j'ai retenu cette notion de KVI. De, de- Oui. mais parce qu'on parle beaucoup de raison d'être. Beaucoup de raison d'être. Et pour beaucoup, c'est du bullshit. C'est-à-dire, Ah ouais. c'est comment dire, c'est une vague, une espèce de vague sur laquelle il faut surfer. Mais si vous ne l'incarnez pas, encore une fois, ça passe pas. Ah ouais. C'est marrant, pour moi, le Center Purpose, c'est vraiment le truc central pour la majorité des marques. C'est-à-dire, c'est le phare pour savoir, c'est pour ça qu'il y a un phare d'ailleurs, pour savoir où est-ce que vous allez aller en fait. La raison d'être, c'est en tant qu'individu, en tant que marque, ça permet de définir c'est quoi la direction que je vais entreprendre, quitte à changer son what. Vraiment, le what, la manière dont vous gagnez de l'argent, ça peut bouger. Je pense que c'est vraiment un truc vachement important à comprendre. Hein, c'est que Ouais. ton what, tu peux le faire bouger. On dit toujours start with the why, Stéphane. Donc, toujours pour le pourquoi en marketing, pourquoi on fait les choses. On parle beaucoup de raison d'être et la raison d'être, c'est pour les clients en termes de légitimité, qu'est-ce qu'on va se transmettre à l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est comment on embarque les collaborateurs. Comment on embarque les collaborateurs. Si vous voulez des collaborateurs qui soient fiers de bosser pour vous, il faut qu'on incarne, il faut que la boîte incarne de véritables valeurs. Vous avez dans les centres de relations clients, notamment chez les opérateurs télécoms qui ne tiennent pas leurs promesses ou autres, hein, vous avez des collaborateurs qui se font traiter de voleurs toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de collaborateurs à court ou moyen terme d'eux quand ils se font traiter de voleurs toute la journée, par exemple? Un bon exemple, c'est la transformation d'Adobe. Je ne sais pas si vous voyez Adobe, hein, Photoshop, Adobe Acrobat Reader, etc. En fait, ils ont fait une transformation majeure que vous n'avez peut-être pas suivie, mais à un moment donné, c'était des vendeurs de logiciels sur CD-ROM qui étaient updatés qui étaient mis à jour tous les 1 an ou 2. Et d'un coup, en fait, le patron, il a décidé que ça serait plus à leur métier, qu'ils changeaient de métier, et qu'en fait, ils allaient faire des logiciels, mais sur le cloud, updatés en permanence. Alors pour vous, ça vous semble un petit mouvement, mais c'est un changement fondamental pour eux de business model. Et ben ça a généré des grèves en interne, ça a généré des manifestations de clients. Résultat, ils sont passés de 5 à 10 milliards de chiffre d'affaires. Juste, s'ils n'avaient pas fait le mouvement, ils seraient morts. Donc c'est ça, quand je parle de courage, c'est aussi ce genre de choses. Et effectivement, tu as raison, un des enjeux, c'est comment j'emmène les collaborateurs à l'intérieur de ça. Est-ce que dans la salle, vous avez levé la main? Est-ce que vous avez, je ne vais pas vous poser la question parce qu'on pourrait y passer une semaine, est-ce que vous, marketeurs ou vendeurs, est-ce que vous arrivez à vous projeter avec un nouveau produit, un nouveau service qui serait redesigné? Nicolas Sekaki l'avait dit hier, hein, il avait expliqué qu'il avait changé 7 fois de métier sur les dernières années, qu'il avait réussi à continuer à faire de la croissance, mais toujours s'adapter, anticiper aussi, comment dire, le marché. On l'a vu pour Renault, on l'a vu pour d'autres exemples tout à l'heure. Est-ce que dans votre esprit, vous voyez un petit peu comment on pourrait faire évoluer votre produit? Levez la main ceux qui ont déjà quelque chose en tête. Ouais, donc ça commence à réfléchir. Moi, je sais ce qui se passe du côté de Compagnéo. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Il faut vraiment anticiper ce type de choses parce que le marketing, ce qu'on fait aujourd'hui, quand Grégory vous a posé la question tout à l'heure en disant est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu dépassé par ce qui est en train de se passer, moi, en toute honnêteté, je suis complètement, alors pas complètement dépassé, je dois choisir mes batailles. Et mes leviers. Avant, on pouvait être partout. Il y avait Facebook, LinkedIn, Twitter. On se disait, allez, on va partout. Mais là, on peut plus se permettre parce que pour bien travailler, c'est du temps. Et le temps, on ne peut pas le démultiplier. C'est beaucoup de ressources et c'est une approche à chaque fois particulière par levier. En tout cas, oui, vas-y, Aurélien. Ça y est, Aurélien, sa question. Et puis on a madame derrière. Ouais, vas-y. Très bonne question. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Tu parles de la transformation écologique?
Ah oui. C'est pour ça que c'est pour ça que les marketeurs et les dirigeants doivent changer ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand je disais il faut changer ton modèle de croissance, ta définition de la croissance, de la réussite et de la performance, ça répond à ça en fait. Et après, pour répondre peut-être à l'éco-anxiété, à ce qu'on appelle l'écologie punitive, l'écologie n'est punitive que si tu ignores de tout ce que tu te punis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. On n'a pas de temps pour voir ses enfants, on n'a pas de temps pour voir son mari, sa femme, on n'a pas de temps pour prendre soin de son corps. En fait, il y a qu'à voir le nombre de burn-out, de suicides, etc. En fait, la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Donc après, est-ce que l'écologie est extrêmement punitive? Je suis pas. Enfin, il y a d'autres punitions. C'est sûr qu'on va perdre en confort, mais comme on est dans un surconfort, je suis pas sûr que ça soit très problématique. Mais pour reprendre ton point, à mon sens, c'est justement au rôle du dirigeant de redéfinir ça en amont avant que ça génère de la frustration au niveau des employés. Parce que les employés, tu vois, ils sont évidemment toutes dans cette logique de faut bien bouffer à un moment donné, il faut payer le loyer, il faut payer, tu vois, il y a une réalité économique, hein, évidemment, pour chacune. Mais ça dépend, en fait. Moi, je crois, et typiquement, c'est le modèle de Patagonia, la croissance, elle est limitée, en fait, et tu peux te limiter dans ta croissance, et c'est OK. Et ça, c'est des modèles, tu vois, c'est des nouvelles manières de penser, en fait, aussi. Ce qu'on vous demande, en fait, comme on vous avait demandé avec le digital à l'époque, c'est un shift, un changement d'état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est principalement ça. À partir du moment où tu prends la petite pilule et tu vois le monde de manière différente, en fait, tout ça, ça te semble plus très problématique. Exactement comme avec le digital. Je vais t'arriver, Grégory, je suis désolé, la conversation elle est extrêmement passionnante. Il y a encore quelques questions ici. Oui, je ne vais pas les prendre parce qu'on a encore beaucoup de monde à faire passer. Par contre, oui, mais j'ai posé la question tout à l'heure. Tout le monde commence à se réveiller. donc voilà. Donc le sujet est passionnant. On va avoir beaucoup de questions encore à poser. Gardez vos questions, de nouvelles questions. Je vois la dame qui est là-bas, qui me fait des grands yeux, qui m'en veut. Allez, je vous prends la question. Je ne sais pas dire non. Merci. Ouais. C'est une super question, effectivement, c'est très problématique parce qu'Amazon, ils ont tellement fluidifié l'expérience client qu'en fait, c'est tellement simple, c'est tellement pratique qu'en général, on passe par Amazon. C'est vraiment ça le point. Je crois que ce que les gens ont vécu pendant le confinement, et c'est un mouvement sociétal beaucoup plus profond, je pense que le confinement, c'est une sorte d'accélération, c'est un besoin de retrouver du lien en fait, avec les gens. Et donc, bien sûr qu'Amazon a une place monumentale. Je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter contre Amazon. Il faut lutter avec des armes différentes sur le lien, sur la proximité. Et moi, ça me semble plus efficace de l'envisager comme ça que d'essayer de faire aussi bien qu'Amazon. Moi, je crois qu'il y aura vraiment deux modèles. En fait, on voit bien que le marché de masse est en train de disparaître. Il y a un marché qui est en train de tomber sur le prix au minimum et un autre sur la qualité au maximum. La qualité étant aussi la qualité de service. Moi, j'aurais tendance à dire pour les marques, aller plutôt vers la qualité de l'expérience plutôt que essayer de lutter sur l'UX en e-commerce d'Amazon parce que ça sera effectivement très compliqué. Merci beaucoup. Pardon. Amazon nous prend du temps en plus. Ouais, pardon. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup.